Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. On n'attend pas forcément des mutuelles qu'elles s'investissent dans le champ de la prévention. On attend d'elles qu'elles le payent et qu'elles soient payeurs aveugles en quelque sorte. Mais nous expliquons aujourd'hui, et je crois que c'est entendu, je crois que c'est compris, que nous avons intérêt commun avec l'employeur public à travailler sur les causes de désengagement au travail. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode avec Robert Chiche, le président de Territoria Mutuelle, la mutuelle spécialiste de la couverture santé et prévoyance des agents du secteur public. Dans ce deuxième épisode de Valeurs agitées, nous allons parler de la protection sociale complémentaire. Et nous allons notamment nous interroger sur le principe mutualiste. Comment ce principe mutualiste est-il remis en cause par l'intervention des intelligences artificielles dans le domaine de la santé? Nous nous interrogerons également sur les enjeux des DRH en matière de protection sociale complémentaire, notamment dans le secteur public. Nous évoquerons également l'indice de bien-être au travail. Et enfin, nous parlerons de prévention primaire, secondaire, tertiaire et primordiale. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose qu'on puisse parler de la protection sociale complémentaire des agents publics. Je te propose notamment de nous expliquer quels sont les enjeux, mais aussi quelle est l'actualité de cette protection sociale des agents publics. Oui, alors ça c'est vraiment un très vaste sujet parce que la vision qu'on peut avoir sur la protection sociale, c'est ça la question, hein. La vision qu'on peut avoir sur la protection sociale doit à la fois intégrer des intuitions partagées sur l'évolution de la société elle-même et à la fois prendre en compte dans l'immédiat les modifications du cadre réglementaire dans lequel tu évolues. Donc, il y a à la fois une vision très long terme à laquelle on doit s'ouvrir, mais à la fois aussi une prise de conscience sur, une connaissance très, très fine sur la santé aujourd'hui et l'exercice et les contraintes de l'exercice aujourd'hui. Sur l'évolution, j'allais dire, contextuelle à très long terme, c'est vrai qu'on est, alors ça devient une banalité que de le dire, mais on est dans une situation de complète mutation. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette mutation très profonde. Je crois qu'on peut citer à ce titre tout ce qui touche aujourd'hui à la digitalisation, à la numérisation des process, mais qui concerne non seulement les méthodes de travail, mais qui concerne aussi les comportements. Je veux dire que la mise en réseau, aujourd'hui, à travers donc, tous les systèmes qui émergent aujourd'hui de notre société, mettent à mal toutes les formes d'organisation que nous connaissons. Et les prismes d'analyse que nous avons aujourd'hui, du lien social, des relations humaines, des réseaux, sont empreintes de ces innovations technologiques extrêmement fortes. Bien sûr, ChatGPT est aujourd'hui un parfait exemple de ce qui est en train d'arriver dans le domaine du partage des connaissances et surtout la mutation que ça va entraîner dans nos relations professionnelles, sociales, humaines, à tous les niveaux. Le débat un peu surréaliste auquel on assiste aujourd'hui sur faut-il arrêter le progrès pendant 6 mois est tout à fait illustrant du désarroi dans lequel on se retrouve face à la vitesse d'innovation dont nous sommes capables. Donc ça, c'est un élément, je crois, important. Le deuxième élément qui me paraît tout à fait qui nous interroger sur notre avenir,
c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la fragmentation de nos sociétés. Alors il y a deux mouvements contradictoires, c'est d'un côté une espèce de mise en réseau planétaire, des connaissances, du lien, entre guillemets, mais aussi à cette tendance à la fragmentation, alors politiquement on dirait au communautarisme, mais qui va beaucoup plus loin, je crois, et qui touche vraiment la fracture qui s'opère dans des proportions de population tout à fait considérables sur précisément la relation aux nouvelles technologies, sur l'âge, sur les pays riches ou les pays pauvres, sur les régions, sur les enjeux de pouvoir. Donc une espèce de fragmentation de la société qui à la fois trouve les moyens d'un lien absolument extraordinaire, inimaginable, mais qui à la fois se casse en mille morceaux. Et un des points aussi dont on n'a pas mesuré encore tous les effets, c'est le vieillissement de la population, je crois, puisque voilà, on le sait maintenant, donc on va basculer dans une époque où le nombre de retraités ou de personnes âgées va considérablement augmenter et venir en contrepoids négatif probablement d'une population jeune, une population active. Et ça pose des questions et ça pose des interrogations au-delà même de la question de la santé, auquel bien sûr je suis particulièrement attaché, mais qui touche aussi aux capacités d'analyse, de réflexion, d'organisation. Hein, les logiciels d'intellectuels pour réfléchir ne sont pas du tout les mêmes quand on a 74 ans ou quand on a 20 ans. Et c'est normal, et c'est bien. Mais voilà, restant maintenant aussi à combiner le vivre en commun de populations qui vont s'étendre en âge, comme on l'a encore probablement, l'humanité ne l'a encore jamais connu. Alors, dans cet environnement où plus rien n'est stable, ou du moins tous les points de repère sont remis en question, voilà, comment peut évoluer cette question centrale qui touche à la santé. Alors, je lisais l'autre jour un article qui disait que nous étions peut-être la dernière génération à ne pas être augmentée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que demain, nous aurons peut-être des assistants intégrés sous la peau, des puces ou des logiciels, peu importe, qui nous permettront de savoir si nous sommes en bonne santé, si nous avons besoin de prendre soin de nous en particulier. Alors c'est à la fois passionnant et en même temps ça fait un peu peur. Toi, comment tu avances par rapport à l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça te fait plutôt peur et tu es plutôt dans une posture de résistance, ou au contraire, tu es plutôt ouvert et plutôt curieux de voir comment intégrer cette intelligence artificielle dans ton quotidien ? Ah oui, alors, sur la posture de résistance, je crois qu'elle serait complètement mortifère, parce que la survie tient à la capacité de s'adapter. La survie ne tient jamais à la capacité de résister. C'est tout à fait évident. Je lisais un article récemment dans Le Monde à propos d'un pays qui m'est cher, où il était question de la diplomatie du bambou. J'ai beaucoup aimé le titre de cet article, puisqu'il s'agissait d'un pays qui précisément établissait des valeurs très solides, très stables et indestructibles à la base, mais qui au sommet était capable d'une très très grande flexibilité. Donc j'ai beaucoup aimé l'image. Alors rapporté à notre sujet, à la santé, je ne sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, l'évolution technologique que tu proposes est réelle, et en fait, elle remet en question et elle réinterroge sur l'idée que nous nous faisons aujourd'hui d'une mutualisation du risque au niveau de la santé entre ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Car quelque part, l'universalisme sur lequel repose notre système de santé depuis la libération, c'est que les gens bien portants payent pour les gens qui sont malades. Et si demain, nous avons une connaissance telle de nos propres destins et des propres risques d'exposition à la maladie que tu le présentes, et je crois que nous y allons tout droit, nous ne serons plus dans un système de mutualisation des risques. Ceux qui sont en bonne santé n'auront pas vocation à payer toute leur vie pour ceux qui sauront, au du verbe savoir, qui sauront dès le départ qu'ils représentent un risque absolument inévitable. Quelque part, c'est l'ignorance de la survenance qui permet la mutualisation.
Mais un risque certain ne se mutualise pas, il s'assure. C'est la grande différence. À partir du moment donc où un risque certain ne se mutualise pas mais s'assure, ça veut dire qu'on rentre dans un autre système de garantie par rapport à sa propre santé, qui est un système, j'allais dire, de type bancaire, où il faudra donc trouver les ressources auprès d'organismes financiers pour prendre en charge ce qui nous arrivera de façon certaine. Et on sort complètement de, j'allais dire, l'universalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est une vision, je crois, je ne sais pas si elle est pessimiste ou optimiste, mais en tout cas, c'est une vision qui révise nos systèmes et nos modèles, c'est clair. Complètement. On en parlait d'ailleurs avec mon conjoint cette semaine, où on évoquait le fait que si effectivement on sait exactement qui va être malade, ça remet complètement en cause le mutualisme, puisque finalement on se retrouve avec un système de santé qui peut être vraiment personnalisé. Alors tant mieux pour celui qui est en bonne santé et qui paiera moins cher, mais c'est vrai que ça pose question pour les personnes qui ont des difficultés de santé, qui sont même peut-être nées avec. C'est vrai que ça peut poser question, notamment on peut s'interroger sur comment, à un moment donné, les personnes qui ont un état de santé faible ou fragile se retrouvent à payer plus cher et à gérer du coup leurs finances par rapport à ça. Robert, est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de la protection santé et prévoyance dans le secteur public? Est-ce que, par exemple, tu as l'impression que les employeurs publics ont pris toute la mesure des enjeux en matière de protection sociale complémentaire et notamment de complémentaire santé et de prévoyance, à ton avis? Bien évidemment, qu'on appartienne au secteur public ou au secteur privé, on est touché par les mêmes maladies, on est soigné par les mêmes médecins et nous révélons les mêmes pathologies face au travail. Ce qui change fondamentalement entre le privé et le public, c'est le cadre réglementaire dans lequel on peut avoir à évoluer dans des situations où nous sommes malades, où nous n'avons plus les ressources nécessaires pour pouvoir exercer professionnellement. Et ce cadre réglementaire est complètement différent, puisque nous avons d'un côté donc le Code du travail, et de l'autre côté nous avons le statut de la fonction publique. Donc je pense, et en tout cas c'est le sens du travail que nous faisons, je pense que la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'opérateurs qui connaissent parfaitement ce cadre réglementaire pour pouvoir donc répondre de façon la plus pertinente possible aux situations que peuvent connaître les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des hôpitaux ou les fonctionnaires des collectivités territoriales. Nous nous inscrivons, nous, en ce qui nous concerne, Territoria Mutuelle, précisément dans cette approche affinitaire et experte de la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Alors, pour répondre maintenant à la question, les employeurs publics, puisque je ciblerai ma réponse sur cette question, donc les employeurs publics des services publics locaux ont-ils aujourd'hui conscience de l'importance que peut revêtir la protection sociale complémentaire? Je répondrai oui. Ils en ont conscience, ils ont tellement conscience que ce cadre réglementaire est en train de se modifier très profondément, qu'il, de façon tout à fait évidente, il se rapproche dans les obligations qui seront faites de ce qui est pratiqué dans le secteur privé, c'est-à-dire que nous allons vers des conventions collectives. Ce ne sont pas des accords de branche, mais ce sont des conventions collectives, et dans lesquelles il y aura une participation obligatoire de l'employeur et peut-être des adhésions obligatoires des agents territoriaux au dispositif. Et donc on voit bien que cette évolution marque une prise de conscience très forte des employeurs sur toute l'importance que peut revêtir la santé ou la prévoyance pour les agents. Mais quelque part, cette évolution re-questionne sur le modèle mutualiste. Alors c'est quoi l'enjeu pour un DRH du secteur public peut-être qui nous écoute aujourd'hui en matière de protection sociale complémentaire? Le premier enjeu, c'est faire en sorte, bien sûr, que les dispositions qui sont prises dans le domaine de la protection sociale protègent
Hein, c'est le premier terme. Dans le terme de protection sociale, il y a d'abord le terme de protection. Et que cette protection vise à permettre à chaque agent territorial de pouvoir exercer, selon la définition de l'OMS, donc sa fonction en pleine conscience et avec toute la force physique et mentale nécessaire. Donc, tout ce qui aujourd'hui peut provoquer une altération de la santé, quelque part, a la double conséquence de mettre les agents dans une situation de mal-être, mais en plus rendre le service public beaucoup moins efficace et beaucoup moins performant qu'il ne pourrait l'être. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique, mais d'une manière générale, donc dans les 3 fonctions publiques, une augmentation du désengagement dans le travail qui est tout à fait préoccupante et qui a un coût social tout à fait important. Quand tu parles de désengagement, est-ce que tu parles de démotivation ou tu parles d'absence, d'arrêt maladie ou de démission ? Je ne parle pas d'absentéisme parce que l'absentéisme d'abord est trop stigmatisant et se réduit à l'absence même de l'agent. Le désengagement traduit une relation par rapport à son travail, qui inclut bien sûr l'absentéisme, bien entendu. Et comment tu l'expliques ? Alors il y a probablement plusieurs déterminants sur cette augmentation du désengagement. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de perte de sens. Cette question donc est je crois importante, mais le plus important est d'engager une réflexion effectivement sur les causes. Et de ce point de vue-là, je pense que la question est probablement très complexe et qu'elle nécessite une approche la plus fiable possible, collectivité par collectivité, des véritables causes qui entraînent cette distance par rapport et ce désengagement par rapport au travail. C'est tout le sens de ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui avec des outils dont nous faisons la promotion, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle l'indice de bien-être au travail, que nous avons engagé avec notre structure Mozart Consulting et son promoteur Victor Vachnin. Alors en 2 mots, c'est quoi l'indice de bien-être au travail ? C'est un élément, l'indice de bien-être au travail est un outil de prédictif sur la santé globale. Pour essayer illustrer le propos et de façon simple. En matière de prévention, on distingue traditionnellement la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, la prévention tertiaire vise à compenser et à soigner, c'est-à-dire lorsque le mal est déclaré, c'est l'organisation des soins autour de la personne donc, qui se manifeste par un arrêt de travail. La prévention secondaire vise à la réduction du risque et la prévention primaire vise à éviter le risque. Alors, pour prendre un exemple, prenons l'exemple de la Covid, qui est à mes yeux aussi très, très illustrant. La prévention tertiaire, c'est le soin, l'organisation des soins, l'accueil dans les hôpitaux et tout ce qui a pu être fait ou ce qui peut être fait encore autour de ce virus. Prévention secondaire, c'est-à-dire la réduction du risque, c'est tout ce qui touche autour des précautions sociales pour éviter la contamination. Les gestes barrières, les distanciations sociales, le masque, etc. Prévention primaire, c'est éviter le risque. Et là, c'est le vaccin. C'est-à-dire, nous avons trouvé avec le vaccin donc un élément de prévention primaire essentiel. Mais nous apportons, en ce qui nous concerne, un élément supplémentaire, alors qui existe de façon très structurée dans le manuel du Covid, que nous appelons la prévention primordiale, et qui est en fait la modélisation du risque. C'est-à-dire une étude sur l'évolution du risque, qui nous a permis, au niveau et qui a permis à l'État, au niveau de cette pandémie que nous avons connue, d'organiser les soins sur le plan territorial, d'accorder des moyens plus ou moins importants selon les départements, selon les villes, selon les CHU, sur la base de modèles mathématiques qui étaient donc instruits sur les datas disponibles en matière de connaissance de l'évolution du risque. Nous travaillons à Territoria Mutuel, j'allais dire quasiment exclusivement, sur ces questions prédictives et de modélisation du risque. C'est-à-dire que nous demandons aux collectivités territoriales de nous fournir des éléments d'analyse existants qui sont des datas, des éléments chiffrés sur les accidents du travail, les maladies ordinaires, les déplacements d'office, les licenciements, etc. Enfin, tout ce que nous appelons, nous, les signes forts ou les signes faibles d'un désengagement dans le travail. Ce sont des données objectives, ce ne sont pas des questionnaires, ce ne sont pas des enquêtes, ce sont des chiffres. À partir de ces chiffres,
nous établissons dans la collectivité une cartographie des risques, c'est-à-dire une cartographie des services les plus exposés aux risques de désengagement au travail. Et nous établissons donc cette cartographie pour la collectivité, service par service, avec une approche qui touche au sexe, à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, et ce qui nous permet d'illustrer parfaitement, j'allais dire, l'exposition au risque de la collectivité dans une approche géographique, une approche géographique entre guillemets, une approche service par service. Et donc, derrière, d'engager des actions de prévention ciblées, là où, effectivement, peuvent apparaître des expositions au risque supérieures à la moyenne. Nous avons une doxa sur Territoria Mutuel. Nous avons écrit et nous allons écrire que nous ne pouvons améliorer que ce que nous pouvons mesurer. C'est-à-dire que sans mesure précise, il n'y a aucune amélioration possible. L'indice de bien-être au travail permet, encore une fois, de mesurer quantitativement, de façon très précise, l'état réel du désengagement dans le travail. Et ensuite, les actions de prévention que nous engageons ne sont pas des actions, j'allais dire des actions généralistes, qui s'appliquent à tout le monde et donc qui ne s'appliquent à personne, mais des actions ciblées. Et ça se fait dans des groupes de travail, dans des groupes d'expression, qui nous permettent de déceler exactement les causes du désengagement et donc d'appliquer des remèdes, d'appliquer des méthodes de prévention qui donneront lieu derrière à d'autres évaluations. On dit aussi que ce qui est égalitaire n'est pas forcément équitable. C'est-à-dire que là où les actions de prévention sont le plus nécessaires, doivent être repérées. Mais si on applique les mêmes mesures à un ensemble sans distinction des besoins, on est sûr d'échouer. Qu'est-ce qui fait que Territoria a décidé d'investir dans la prévention ? Si par exemple on te disait mais finalement la prévention c'est en dehors du champ d'intérêt ou d'intervention de Territoria, qu'est-ce que tu répondrais ? Je répondrais très simplement, mais la question est tout à fait pertinente, même si la réponse paraît évidente, mais la question est pertinente car on n'attend pas forcément des mutuelles qu'elles s'investissent dans le champ de la prévention, on attend d'elles qu'elles le payent, et qu'elles soient payeurs aveugles en quelque sorte. Mais nous expliquons aujourd'hui, et je crois que c'est entendu, je crois que c'est compris, que nous avons intérêt commun avec l'employeur public à travailler sur les causes du désengagement au travail, dans la mesure où, pour la collectivité, c'est bien sûr un frein à la performance sociale, et c'est pas un gros mot que de parler de performance sociale, et c'est pour la mutuelle, donc, une aggravation des résultats techniques du contrat, qui, in fine, sont payés par les agents territoriaux eux-mêmes, car on est obligé d'augmenter les tarifs. Oui, c'est-à-dire que plus les gens sont en arrêt, plus ça coûte cher à la mutuelle qui assure ce risque. Et donc, quelque part, la mutuelle, pour un moment donné rester rentable, elle va de fait augmenter ses tarifs. Et donc, ça va pénaliser évidemment les adhérents, les salariés. Et nous voici arrivés à la fin de ce deuxième épisode avec Robert Chiche, président de Territoria Mutuel. Dans le troisième épisode, nous allons parler de la stratégie de Territoria pour relever les enjeux de la protection sociale complémentaire sur ces prochaines années. Je vous dis à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.